Bon, après avoir vu donc la formule globale en chimie et en biochimie, les formules brutes, nous voici donc à avoir la formule de structure. Donc, c'est toujours une formule moléculaire, mais cette fois-ci, on appelle ça une formule de structure. En général, quand on prend une molécule, eh bien, elle est composée d'atomes. Et les atomes sont liés, bien sûr, pas n'importe comment, bien sûr, suivant des règles chimiques où les liaisons, les atomes seront liés par des liaisons chimiques qui vont respecter une certaine règle de chimie, en général, qui est le respect euh, comment euh, dans la liaison qu'entre eux, euh, chaque valence d'un atome doit être saturée par une valence d'un autre atome pour respecter la règle, ce qu'on appelle la règle de l'octet. Voilà, on aura une saturation, on va dire, chacun des atomes sera saturé par une valence, va être complété par une valence de l'atome qui va venir faire la liaison, pour avoir, je veux dire, pour faire cette liaison chimique. Donc on aura une saturation de chacun des atomes qui sont mis en commun pour faire la liaison. Alors, justement, la molécule peut être décrite justement par une formule de structure qui est tout simplement une représentation euh, une représentation dans le plan. Bien sûr, il peut y avoir des molécules qui ressortent du plan et des molécules qui rentrent dans le plan. Enfin, ouais, des liaisons, il y aura peut-être des liaisons, il peut y avoir des liaisons. C'est une structure en fait planaire, où des liaisons peuvent ressortir du plan, avec bien sûr un atome qui est lié à cette liaison, donc ressortant aussi du plan, comme je peux avoir des liaisons entrant dans le plan avec un atome qui serait lié à cette liaison, donc lui-même aurait une liaison entrante. L'atome aurait une liaison entrante dans le plan. Mais généralement, on peut mettre ça sur un plan que je vais appeler pi, et ces atomes vont donner donc les relations existantes entre les différents atomes entre eux. Bon, vous comprendrez qu'il existe des formules de structure simples et qu'il n'y a qu'une possibilité de les dessiner. Une possibilité de les dessiner, euh, c'est-à-dire qu'il n'existe qu'un seul agencement possible respectant donc les valences euh, euh, des atomes, c'est-à-dire, comment est-ce qu'on appelle ça, la saturation, respectant la saturation. Si je prends le cas d'HCl, la formule de structure de HCl, l'acide chlorhydrique, ben, vous comprendrez que j'ai qu'une seule structure qui est comme ceci, ou ceci qui est à l'envers. Mais voilà, j'ai qu'une seule formule de structure qui est la même. Simplement, celle-ci elle est renversée par rapport à celle-là. J'aurais pu mettre encore ceci, mais je veux dire, vous comprendrez que c'est chaque fois la même chose. J'ai pas 50 000 possibilités pour dessiner un plan pour dessiner une molécule en forme de structure planaire de l'acide chlorhydrique. Bon, tout ceci, c'est du pareil au même. Voilà, ça c'est pour l'acide chlorhydrique. Maintenant, si je prends l'eau qui est en formule brute H2O, hein, bien, en formule de structure, l'H2O, ben, la valence de l'hydrogène a une valence 1, la valence de l'hydrogène est 1, on a bien deux hydrogènes qui vont venir chacun saturer la valence de l'oxygène, voilà, et pour faire de l'H2O. Bon, je ne les complète pas ici, hein. Mon but c'est pas de les compléter, je peux les compléter, mais bon, le but c'est pas de compléter les doublés, etc., etc. Bon, on s'en fout. C'est juste pour vous montrer que la formule de structure, c'est ceci, c'est de l'H2O. Bien sûr, il y a un certain angle, il y a un angle, voilà, bien déterminé, connu. Il suffit d'aller voir dans l'IUPAC
l'IUPAC et vous aurez l'angle donné entre les deux hydrogènes. Voilà. Et donc on n'a qu'une seule de formule de structure. Voilà, et l'IUPAC va dire que pour l'H2O, il a des propriétés, et donc fatalement un angle de liaison ici. Donc il n'y a pas 36 000 façons de dessiner l'H2O voilà, dans le plan. Et ça, c'est bien la formule de structure. Maintenant, si je prends le peroxyde d'hydrogène qui est en formule brute H2O2, bien, ce peroxyde d'hydrogène prendra la forme suivante. Bien sûr, encore une fois, pour aller voir les angles, tout ça, toute une représentation, bien sûr, dans le plan, hein, tout comme HL pouvait se mettre dans un plan pi, voilà, tout ça est repris dans un plan pi. Tout ceci, je peux reprendre ça dans un plan pi, tout comme l'H2O peut être repris tout ça dans un seul plan pi. Voilà, c'est un plan qui reprend, je veux dire, la liaison et les atomes. Donc, c'est un plan qui reprend en complet la molécule. Donc, toute cette molécule est comprise dans un plan. Toute cette molécule d'H2O2, ça, il faut encore aller voir l'IUPAC, hein, les données concernant le peroxyde d'hydrogène pour avoir les angles d'écartement des liaisons entre H et O. Ici, la liaison entre HO, OO, pour avoir cet angle-là, et OO, OH. Donc, voilà, vous avez des angles donnés bien précis, et ça, vous pouvez aller voir les propriétés dans l'IUPAC. Maintenant, ça, c'est compris dans un plan. Ce sont des formules de structure bon, qui peuvent se représenter dans un plan. Maintenant, je vais prendre une molécule assez simple qui est l'éthane. L'éthane, bon, meth, c'est un carbone, eth, c'est 2 carbones, prop, c'est 3 carbones, but, c'est 4 carbones, et voilà, pinte, c'est 5 carbones, etc., etc. Bon, si je prends l'éthane, la molécule d'éthane, voilà, là, peut se représenter dans un plan pi. Voilà, les 2 carbones comme ceci. Bon, je fais bien l'éthane. Hein. Donc ça, c'est bien dans un plan pi. Tout comme je peux mettre, bien sûr, la formule globale, la formule brute de l'éthane, il est composé de 2 carbones et bien sûr de 6 hydrogènes. C'est 2H6. Donc il répond bien à la formule C2 H2N plus 2. Donc c'est bien un hydrogène. C'est bien un alcane. Puisque le carbone vaut 2, N vaut 2, c'est N en formule globale. Formule globale, c'est ceci. La formule globale des alcanes, c'est bien ceci. Voilà. Voilà. Ça, c'est la formule globale. Voilà. Ceci, c'est la formule globale des alcanes. Avec N égale 2, mais je remplace N par 2. J'ai bien 2. 2 fois 2, 4, plus 2, 6. Voilà. De la formule globale de l'alcane, mais je peux retrouver pour un cas particulier N égale 2, mais de la formule globale, je peux trouver la formule brute de l'éthane, formule brute de l'éthane. Et avec cette formule brute de l'éthane, je vais rechercher la formule de structure moléculaire dans un plan pi. Voilà, plan pi de là. En fait, le plan pi, c'est celui de mon tableau. C'est mon tableau ici. Voilà. Donc, je peux mettre un hydrogène là, un hydrogène là. Donc, d'office, quand j'ai fait ça, vous comprendrez que comme on doit respecter certains angles de liaison, eh bien, vous comprendrez que si lui il est dans le plan, il y en a un qui va ressortir du plan. Et donc, quand ça ressort, je mets un triangle. Voilà. Et quand ça rentre, je peux faire une structure comme ceci avec à traits. Des traits qui, je veux dire, se réduisent. Donc là, on a un grand trait, moins grand trait, moins grand, moins grand, moins grand, moins grand, pour avoir des points ici. Voilà. Et donc, ça veut dire que ça, il ressort du plan pi. C'est un hydrogène. Bon, on a dit que la formule brute, c'était C2H6, contient 6 hydrogènes. Bon, mais comme le carbone doit être saturé par une valence
4, il est de valence 4, donc il va faire 4 liaisons possibles. Effectivement, il en a bien 1, 2, 3, 4. Voilà. L'hydrogène est saturé par une seule liaison possible. Cet hydrogène-là est saturé par une seule liaison possible. Et l'hydrogène-là est saturé par une seule liaison possible. Donc ils respectent tous leur valence. Si ce n'est que, bon, ici on a une représentation planaire, mais comme on doit respecter des angles de liaison entre les hydrogènes, mais fatalement, vous comprendrez que d'après l'UPAC, qui a toutes les données concernant les molécules chimiques, hein, on a des angles entre, je veux dire, les liaisons. Et donc, voilà, si on a des angles de liaison entre celui-ci, celui-là et celui-là, et entre lui et lui et lui et lui, ben on a une structure, on va dire, spatiale d'office qui va intervenir. Spatiale, c'est-à-dire qu'il y aura un hydrogène qui va sortir du plan et un hydrogène qui va sortir du plan pi et l'autre qui rentre dans le plan pi. Voilà. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est devant le plan pi. C'est comme si on avait ceci, on a ceci. Et mon plan pi passe au milieu. Donc on a ceci, si vous voulez. Voilà. Si je dessine celui qui est sortant ici en rouge, voilà, et celui qui est sortant du plan et celui qui rentre dans le plan, voilà, eh bien, on a, si vous voulez, on a ceci. Le plan pi de mon tableau, il est comme ça. Vous voyez que si je fais une rotation comme ça, il y en a un, mon plan pi, il est là, c'est le plan de mon tableau. Voilà, là, le marqueur rouge indique celui qui sort ici. Voilà, on a ceci, avec un certain angle donné par l'IUPAC, il faut aller voir les données dans l'IUPAC. Voilà. Et donc, quand vous faites ceci, voilà, le plan pi, il est là, et vous voyez que lui, il est sortant du plan pi, et lui, il est entrant dans le plan pi, fatalement. Donc, vous comprendrez qu'on voit ça comme ceci. Et donc, ce qui sort là, bon, on l'indique avec du trait plein, et ce qui rentre, c'est du trait, je veux dire, ce qui est derrière le plan, si vous voulez. Ce qui est devant le plan, on le met en trait, je veux dire, plein, et en trait discontinu, ben, je le mets, c'est la partie arrière du plan, partie avant au plan. Donc ici c'est pareil. Bon, celui-ci il est dans le plan, hein. Cet hydrogène-là est dans le plan, comme celui-ci est dans le plan. Hein. Toutes les liaisons ici sont dans le plan. Celui-ci, celui-là, celui-là. Eh bien ici, il faut faire pareil. Donc je vais mettre, pour la formule de structure, je dois avoir 6 hydrogènes. Là on a bien la bonne saturation au niveau des atomes entre eux. Hein. On a bien une liaison de 4, une valence 4 ici avec 4 liaisons. Là, chacun a sa valence 1. Donc, je sais mettre 3 hydrogènes ici. Donc, fatalement, ici, je saurais mettre 3 hydrogènes. Et effectivement, 3 plus 3, ça fait bien 6. 6 hydrogènes et j'aurais bien mes 2 carbones. Là, je peux faire mettre celui qui sort ici et celui qui est derrière. Donc, ça c'est celui qui est devant le plan et celui qui est derrière le plan. Ah, j'aurais dû mettre en rouge ici. Ce qui sort du plan et celui qui est derrière le plan, pi. Voilà. Voilà l'hydrogène qui est dire derrière. Ça, c'est l'hydrogène qui est devant. Et toujours respecter ces fameux angles entre eux, entre les hydrogènes. Donc, en fait, quelque part, ça va donner une structure. Ben, si vous ne voyez pas bien dans l'espace, ça va faire une structure comme ceci, en fait. Voilà. 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 Ça, c'est la structure que l'on voit là. Et le plan pi passe comme ceci. Et lui, celui-là, enfin, je ne sais pas si on voit bien. Voilà, on aurait ceci, comme ceci. Voilà. Voilà ce qu'on voit. Voilà le plan pi est là. Hein. Si je fais ceci, mais vous comprendrez qu'on a ceci. Hein. Enfin, plutôt comme ceci. Comme ceci, voilà. Voilà. Plutôt comme ceci, voilà. C'est une structure plutôt comme ceci. Donc, lui, ce marqueur-ci fait partie du plan pi, puisque le plan pi est là, c'est mon tableau. Si lui fait partie du plan pi, ben, fatalement, si je retourne ça comme ceci, ben, cette structure-là, ben, on la voit avec certains angles entre eux. Hein. On aura des angles voilà, qui vont intervenir entre chacune des liaisons. Et il en est de même de l'autre côté. C'est une structure en fait qui est, je veux dire, symétrique, mais dont on s'est tourné, si vous voulez, on s'est tourné cette partie-là.
Voilà. Ah, et l'IUPAC donne tous ces fameux angles-là qui sont identiques. Bon, mais ça, c'est pour l'éthane. Maintenant, on voit bien que cette structure, formule de structure, ben, c'est une structure spatiale et non pas planaire comme l'était HCl, que je vous ai montré tout à l'heure, H2O et le peroxyde d'hydrogène. Maintenant, je vais vous donner encore une structure, je veux dire de chimie organique, composée de carbone avec une double liaison. Donc, ça fait partie non plus des alcanes comme la molécule que je vous ai montrée juste à présent, c'est-à-dire l'éthane. L'éthane fait partie des alcanes. Par contre, ici, c'est plus un alcane parce qu'on a une double liaison. Voilà. Et donc, pour respecter les valences, le carbone est de valence 4, donc je sais mettre 2 hydrogènes. Voilà. Voilà. Donc 2, 3, 4. Ça, c'est ce qu'on appelle à 2 carbones, un éthylène. Et voilà, éthylène. C'est de l'éthylène. Voilà. Et l'éthylène, vous connaissez le PVC hein, qui vient du polyvinyl, polyéthylène de vinyle. Voilà. Polyéthylène de vinyle. Bon, je crois que le PVC proviendrait de l'éthylène. Bah, on retrouve aussi normalement de l'éthylène pour souder, le gaz éthylène qui intervient en soudure. Bon, ça c'est à vérifier. C'est des informations que je donne comme ceci. Je n'ai pas été vérifié, donc c'est à vérifier. Le gaz d'éthylène pour le soudage et le PVC qui serait du vinyle, polyéthylène de vinyle. Voilà. Donc il contiendrait, je veux dire, de l'éthylène, polyéthylène de vinyle. Alors, ben ici je peux aller voir sur internet parce que c'est vrai que est-ce que c'est polyvinyle ou polyéthylène de vinyle? Non, c'est peut-être polyvinyle. Bon, pour le PVC, je dis peut-être une bêtise. Allez vérifier. Vous allez vérifier sur internet PVC. Voilà, PVC, polyéthylène de vinyle, non. Polyéthylène de vinyle ou polyvinyle. Polyvinyle, est-ce que c'est polyvinyle ou polyéthylène? Bon, je ne me rappelle plus. Ben, à vérifier. C'est vrai que je ne tiens pas à dire une bêtise, donc voilà. Est-ce que l'éthylène, on peut souder avec? Bon, il me semble que c'est. Ben, à vérifier aussi. Bon, il y a 2 informations à vérifier. C'est voilà, le gaz polyéthylène, si on peut souder avec ou pas. Et si le PVC contient de l'éthylène. Voilà, c'est 2 informations à vérifier. Mais sachez qu'ici, c'est de l'éthylène. Et sa formule de structure est là. Donc, on a bien l'hydrogène qui est de valence 1, hydrogène de valence 1, hydrogène de valence 1, hydrogène de valence 1. Par contre, ici, l'hydrogène de valence 4. Donc, il y a bien une saturation qui va faire 4 liaisons. Là, le carbone est de valence 4. On a bien une saturation, je veux dire, qui va donner 4 liaisons possibles. Voilà. Et tout ça, bon, la formule de structure, tout ça est compris dans un plan pi. Bon, la formule, là on a combien de... la formule c'est C2, H1, 2, 3, 4, C2, H4. Ce qui veut dire, autant dire qu'on a la formule globale. Ça c'est la formule brute, et en formule globale c'est NH2N, H2N. Voilà. Voilà. Donc on a bien affaire aux alcènes, formule globale CnH2n, formule brute C2H4, et formule de structure, c'est une formule de structure planaire, hein, voilà, qui est celle-ci. Et si on va voir dans l'IUPAC, mais on a des angles de liaison ici, à respecter. Donc c'est pour ça que je le dessine comme ça. Donc elle se met dans le plan, c'est pas une structure spatiale, mais une structure, dire, dans le plan. Bon, maintenant, est-ce que je confonds pas l'éthylène pour le gars, la soudure? Est-ce que je confonds pas l'acétylène avec l'éthylène? Ah ouais, parce que ça, c'est peut-être ça. Parce que c'est peut-être en soudure, c'est peut-être de l'acétylène. L'acétylène, bon, à vérifier. Mais il me semble que, ouais, c'est peut-être de l'acétylène, le gaz de soudage. D'ailleurs, j'irai voir sur Internet et je vous dirai quoi. Mais je crois que c'est de l'acétylène. Quand on soude, on peut souder avec du gaz qui est de l'acétylène. Bon, mais si c'est de l'acétylène, à ce moment-là, l'acétylène, c'est toujours de carbone, mais c'est pas de l'éthylène. Hein,
Voilà, on a ceci. Voilà, l'acétylène, c'est C2H2. C'est CN, formule globale, CnHN. Voilà, 2,2. J'ai bien de carbone. Ici, j'ai une formule globale, c'est NHN. De carbone, de hydrogène. Bon, et ça, c'est dû, que le carbone est tétravalent, donc fatalement, pour assurer sa liaison, pour avoir sa saturation, là, il est monovalent, l'hydrogène monovalent, donc une seule liaison possible, Par contre, le carbone, il est tétravalent. Ouais, pour faire la règle de l'octet, ben, il a une valence 4 pour avoir sa valence, pour avoir 8 électrons à sa dernière couche. Donc ici, il a possibilité de faire 4 liaisons possibles. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 pour ce carbone-ci. Donc, en fait, autant dire qu'ici, on a une structure dans le plan, encore une fois. Une structure dans le plan. Mais, je veux dire, on n'a pas d'autre structure possible, imaginable. Bon, et en plus de ça, cette structure-là de l'acétylène, ici, c'est la C-acétylène. Ouais, c'est plutôt ce gaz-là qui est utilisé en soudure. J'irai voir après sur Internet. Voilà. Donc ici, on voit qu'on a une structure en plus de ça qui est symétrique, complètement symétrique. Et on n'a pas beaucoup de choix. On n'a pas beaucoup de choix quant à la représentation, je veux dire, quand on a une structure un seul cas possible, ben, on n'a pas trop le choix. Bon, pourquoi on n'a pas trop le choix? On n'a qu'une seule possibilité, parce que là, ce sont des formules simples. Bon, les formules simples, vraiment, je veux dire, c'est pas trop compliqué. Pas trop compliqué. Voilà, il n'y a qu'une seule possibilité. Maintenant, si la formule se complique, là, bon, vous allez me dire, ouais, si elle commence à se compliquer, ben, il y a plusieurs arrangements possibles, ça d'office. Voilà. Donc, c'est-à-dire que à la même formule brute moléculaire, ben, elle va correspondre à plusieurs composants différents. Et c'est déjà le cas pour un composant que l'on connaît, qui est le C2, qui est l'oxyde de méthyle en fait. L'oxyde de méthyle qui est le C2O, C2O, H. Donc, si je mets deux carbones, normalement, si j'ai que des simples liaisons, on a dit qu'on pouvait faire avec deux carbones de simple liaison C2H6. Voilà, ça, si j'écris ça, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est de l'éthane. Bon, maintenant, je vais lui adjoindre C2H6. Oui. Je vais lui adjoindre à ceci de l'oxygène. Voilà, pour en faire de l'oxyde de méthyle. L'oxyde de méthyle. Donc, je lui adjoins de l'oxygène. Bon. L'oxyde de méthyle, comment peut-on dessiner ceci? Ben, toujours en respectant les hydrogènes ici, j'en aurai un, on va dire, qui rentre dans le plan, un qui est sortant du plan, voilà, un qui est sortant du plan, et un qui est dans le plan. Bon. Si je fais la même chose de l'autre côté, je mets un sortant du plan, voilà, un sortant du plan. Si j'en mets un entrant du plan, voilà, et bien sûr un qui est dans le plan, voilà, lui il est dans le plan. Donc c'est celui-ci et celui-ci sont dans le plan. Lui, il sort du plan, celui-ci sort du plan. Par contre, lui, il rentre dans le plan, pi, et lui il rentre dans le plan pi. Bon, ça c'est mon C2H6. C2H6. Voilà. Mais il faut lui adjoindre de l'oxygène. Si je lui adjoins de l'oxygène comme ceci, voilà, là, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle de l'oxyde
de méthyle. Et ça, c'est la formule de structure. Bon. Ouais. Normalement, une formule brute ne contient pas de liaison. Si elle commence à contenir des liaisons, ben, on peut dire que d'après l'IUPAC, il faut aller voir les informations concernant les liaisons qu'on peut mettre dans une formule. Brute, elle est plus brute, elle est semi-développée à ce moment-là. Bon, on peut mettre des liaisons, mais elle va être considérée comme semi-développée. Bon, ici j'ai écrit quoi? Bon, j'ai écrit, hein, d'après la formule de structure, si je mettais en formule semi-développée, hein, CH3, hein, avec sa liaison au CH3. Voilà, c'est l'oxyde de méthyle. Voilà, ça c'est l'oxyde de méthyle. Bon, mais je peux l'écrire autrement. Hein, je peux l'écrire autrement. Et dès le moment où je peux l'écrire autrement, c'est-à-dire que j'ai deux mêmes formules brutes, hein, deux mêmes formules brutes moléculaires, mais qui vont se distinguer par des formules de structure différentes. Et ça, c'est ce qu'on appelle des isomères. Donc, en d'autres termes, des isomères sont des molécules formées des mêmes atomes, mais organisées différemment. Donc, vous allez voir que je vais trouver une autre structure, toujours avec la même formule moléculaire, qui est C2OH6. Maintenant, j'avais dit que ça, je peux l'écrire C2 H5OH. Bon. Elle est moins compacte que celle-ci. Hein. Cette formule brute est moins compacte que celle-ci. Celle-ci est plus compacte. Bon, là, elle est moins compactée. Et celle-ci, bon, elle est semi-développée. Je commence à déjà encore moins la compacter. Donc, elle commence à devenir semi-développée. En plus de ça, j'ai mis des liaisons. Si je mets des liaisons, là, je peux vous dire que c'est plus une formule brute, hein, pour ainsi dire. Donc, je peux l'écrire soit comme ça ou comme ça. Bon. Mais maintenant, on sait bien que je peux avoir un autre réarrangement possible. Donc, il existe, quand on a un autre réarrangement de la molécule de structure, eh bien, c'est ce qu'on appelle un isomère. Bon. Celui-ci, je vais mettre l'oxyde de méthyle ici. L'oxyde de méthyle à gauche. Alors maintenant, je vais m'arranger pour essayer de mettre la deuxième structure. La deuxième structure, bien sûr, qui va avoir un mode d'enchaînement des atomes bien sûr différent. Et il s'agira ici d'un isomère de constitution. Donc, alors, avec ça, je vais essayer de faire un isomère de constitution. J'ai pris CH3 au CH3. Qu'est-ce que je peux en faire? Mais je peux en faire CH3, CH2, OH. Voilà. Bon, ça, je vais le construire. CH3, CH2, OH. Je vais mettre un carbone ici. Un carbone là. Et là, le OH, vous voyez qu'il est lié à la fin. Donc ici, c'est une fonction oxyde. Hein. C'est un oxyde de méthyle. Ici, on n'aura pas la même chose. Ouais, ils ont les mêmes formules brutes. Ouais, c'est 1, 2, ils ont tous les deux 2 carbone, ils ont tous les deux 5 hydrogènes, et ils ont tous les deux un oxygène. Donc c'est tous les deux même formule brute, mais des structures différentes, donc des molécules différentes. Donc fatalement, avec des températures d'ébullition différentes et des propriétés différentes. Voilà. L'un est un oxyde, et celui-ci, vous allez voir que vous allez avoir une fonction alcool ici. Vous avez une fonction alcool. Voilà. Et donc, cette fonction alcool, si je le prends dans le plan ici, mais j'ai la fonction alcool ici, OH. Voilà, la fonction alcool est là. Maintenant, ce qui sera dans le plan, je vais mettre dans le plan ceci. Ceci, il est dans le plan, celui-ci aussi. Maintenant, je vais faire ressortir un hydrogène ici. Voilà, je fais sortir un hydrogène. Et j'en fais rentrer un du plan ici. H ici. Bon. Donc ici, j'ai bien mes trois hydrogènes ici. J'ai bien mon CH3. CH3. 1, 2, 3. Voilà, mon CH3 est là. Et là, je ne dois plus qu'avoir 2 hydrogènes, puisque
Il est lié à une fonction OH. Encore ici, je peux mettre ça comme ceci. Hein. Ah, bon, j'ai marqué OH, mais bon, logiquement, vous devez faire ceci. Voilà. Donc ici, je mets un hydrogène qui rentre, et fatalement, j'aurai un hydrogène qui ressort du plan. Voilà. Et là, j'ai bien CH3, CH2, OH. Voilà. Et donc, vous voyez bien qu'ici, c'est une fonction oxyde. Et je dirais que c'est de l'alcool. Enfin, je m'excuse. Ici, c'est une fonction oxyde, alors que là, c'est une fonction alcool. Donc là, on aura l'oxyde de méthyle, alors que là, on aura de l'alcool éthylique. Voilà. Ça, c'est pas les mêmes fonctions. Donc, fatalement, les températures d'ébullition sont pas les mêmes de l'un à l'autre. Voilà. Température d'ébullition de l'un par rapport à l'autre sont complètement différents. Bon. Il y en a un qui va bouillir plus vite que l'autre. Et je vous le dis tout de suite, c'est celui-là. C'est celui-là, il faut une très haute température, enfin une température qui est comprise entre 80 et 100 pour le bouillir. Je ne sais pas exactement combien, mais il faut aller voir sur, comment est-ce qu'on appelle ça, qui est en fait une température positive d'ébullition pour le, voilà, pour le bouillir. Hein. Il faut aller voir sur l'IUPAC, qui est compris entre 80 et 100. Bon, j'en sais pas plus. Ou peut-être même dans les 70. Dans les 70, voilà, dans les 70. Voilà. Vous allez voir. Par contre, lui, il est négatif. Hein, c'est une température négative d'ébullition. Donc, vous voyez bien que c'est pas les mêmes composés. Hein. Donc, ça prouve. Hein, c'est pas les mêmes fonctions, hein, c'est pas les mêmes propriétés d'office. Et donc, vous voyez que une formule brute identique donne des composés, je veux dire, différents en fonction de la formule de structure. Et donc, ces deux-ci, c'est ce qu'on appelle des isomères de constitution. Des isomères de constitution. Bon, maintenant ici, C2OH6, généralement on marque l'oxygène après, hein, c'est plutôt C2H6O. Hein. Voilà, c'est plutôt C2H6O. Voilà. Comme ça, on a la fonction oxyde à la fin. On voit bien que c'est un oxyde. Là, on voit bien que c'est un alcool. Donc, vous voyez que ce sont des isomères de constitution. Des isomères de constitution. C'est-à-dire des isomères de constitution qui vont donner dire des fonctions différentes. Hein. Voilà, là, un oxyde, et là, un alcool. Bon, vous allez me dire, oui, mais si on augmente en cours, parce que quand c'est simple, on n'a qu'une seule possibilité d'écriture. Quand ça devient complexe, on commence à avoir différentes possibilités d'écriture. Sachez que ce que je vous ai dit auparavant, que dans les sucres, il y a énormément d'isomères. Hein. Voilà. L'isomérie dans les sucres, on retrouve beaucoup d'isomères, et notamment dans les hydrocarbures, fatalement. Beaucoup d'isomères dans les hydrocarbures. Mais maintenant, si la molécule devient encore plus complexe, si la structure, on va dire, si la structure devient encore plus complexe, ben, vous comprendrez que c'est de plus en plus complexe. Hein. Plus ça devient complexe, plus ça devient complexe. Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, lorsque j'augmente le nombre d'atomes, ben, la structure devient, le nombre d'atomes dans la molécule, la structure devient de plus en plus complexe. D'ailleurs, je vais vous montrer deux molécules qui font intervenir une relative complexité, mais encore plus complexe que ça. Voilà, je vais vous les montrer par après. Ce sera le glucose et la quinine. Voilà. La quinine, voilà, là des structures complexes. Enfin, je vais vous le montrer tout de suite. Voilà le glucose, qui est composé de 6 carbones, 12 qui est une formule globale de 6 CN H2O M. Voilà.
Voilà. Où on a N égale M. Donc, ça, c'est la formule globale des oses. La formule brute du glucose, si dans le cas particulier où M égale N égale 6, on a le glucose. Voilà, c'est 6 qui, qui peut s'écrire comme ceci, sous forme d'hydrate de carbone, H2O, C6, avec 6 eaux, 6 molécules d'eau, hein, et 6 carbone. Et donc là, on a une structure plus ou moins, on va dire, complexe. On a bien 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbone. On a bien 6 carbone. Voilà, 6 carbone. On a combien d'oxygène? 1, 2, 3, 4, 5, 6 oxygènes. J'ai bien un nombre de carbone égal au nombre d'oxygène. M égale 6, M égale N. Et bien sûr, on a le double d'hydrogène. On a le double d'hydrogène par rapport au nombre de carbone et d'oxygène. Mais j'ai autant d'hydrogène qu'il y a de carbone et d'oxygène. J'ai 6 carbone, 6 oxygène, donc 6 carbone, 6 oxygène, si ça fait 6 éléments, ça fait 12 éléments, 6 plus 6, 12. Donc j'ai 12 hydrogènes. Et ces 12 hydrogènes, on les retrouve ici. 1, 2, bien sûr, ici on a une structure dans le plan, ici. Hein, ici, c'est dans le plan. Par contre, ceci ressort du plan, ceci ressort du plan. Là, donc on a une structure spatiale ici, en fait. Voilà. Voilà. Tout ce qui est en trait noir comme ceci est dans le plan. Et ce qui est là, ben ça ressort du plan. Et ce qui est en trait interrompu, bien sûr, ça rentre dans le plan. Donc ici, les hydrogènes, j'en ai 1, 2, c'est une structure spatiale. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oui, il y en a un là. 12. Donc j'ai bien mes 12 hydrogènes. Et ça, c'est une structure qui est relativement pas très complexe, mais ça commence à avoir une structure dans l'espace qui commence à avoir une forme un peu, je veux dire, on rentre dans la complexité. Vous voyez qu'on commence à rentrer dans la complexité. Maintenant, je vais vous montrer la quinine. Voilà, ça c'est la quinine. Voilà, la quinine. Alors, comment on repère la quinine? Ben, la quinine, elle est repérable avec un azote qui est là. Elle contient 2 azotes, la quinine. Elle est repérable par la structure ici en cycle, ici avec 3 doubliaisons, et la structure en cycle ici avec 2 insaturations, et là 3 insaturations. Voilà, on a 2 cycles qui se suivent, dont un contient de l'azote. Et il contient une fonction OH, ici. Voilà. Et la quinine, voilà, c'est ça. Donc les carbones, j'en ai 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. J'ai 20 carbones. 20 carbones pour la quinine. Bon, il contient bien sûr 2 azotes. Il contient 2 azotes. Bon, je viens de le dire, ils sont là. Voilà. Et il contient combien d'oxygène? Oui, j'ai oublié de vous dire qu'il y avait un oxygène ici. Hein. Voilà. Donc il y a 2 oxygènes. Donc on a une terminaison finale en N2O2, mais il faut voir combien d'hydrogène que l'on a. Bon. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24 hydrogènes. J'ai une structure à 24 hydrogènes. Voilà la formule de la quinine. Bon.
qu'est-ce que c'est que la quinine? Ben, la quinine, c'est un antidouleur, ce qu'on appelle un analgésique, antidouleur ou antalgique. Voilà. Voilà. Bon, qui vient d'une plante en Amérique du Sud, quinoa, je n'en sais pas plus, mais je crois que c'est la quinoa, je ne me rappelle plus. Voilà, et qui était utilisée pour éliminer, je veux dire, aussi bien la douleur que la fièvre. La fièvre. Voilà. Voilà. Il élimine la fièvre parce que c'est un antipyrétique. Pyrétique, voilà, un antipyrétique. Je cherchais le mot. Voilà. C'est un alcaloïde naturel antipyrétique, un analgésique, et surtout antipaludique. Voilà. Qui est originaire d'Amérique du Sud. Voilà, donc elle était pour la prévention du paludisme. Voilà, la quinine, voilà, qui n'est pas très bon pour les oreilles d'ailleurs. Hein. Voilà, quand on en prend trop, c'est pas bon. Voilà. Donc ici, c'est pour la petite histoire. La petite histoire de la quinine. Donc c'est une molécule complexe, déjà plus complexe, spatiale. Bon, vous pouvez aller voir sur, comment on appelle ça, l'IUPAC, et voir à quoi elle ressemble. Ici, elle est mal dessinée, je vous le dis tout de suite. Hein. Maintenant, il existe des logiciels de chimie qui font des représentations spatiales, je veux dire, pile poil bien faites, et on peut retourner la structure et la voir dans toutes les positions. Bon, c'est pas mon cas ici. Ici, je vous le dis tout de suite, bon, c'est pas fait. Mon tableau n'est pas fait pour dessiner des structures spatiales. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont inventé des logiciels. euh, pour mieux voir des représentations spatiales et permettre de faire des rotations de la molécule et la voir dans tous les sens et permettre de voir comment elle se présente en la tournant. Bon, mais ici, c'est pas mon cas, elle est statique dans un tableau, alors qu'elle est plus dynamique dans un logiciel je veux dire, qui est fait pour ça, Alors, vous allez me dire, oui, mais est-ce que la détermination, et j'en terminerai avec ça, est-ce que la détermination de la structure moléculaire est fondamentale? Bien sûr que si, pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est d'abord d'étudier la molécule, comment elle va se mettre. Mais quand elle est complexe, hein, euh, eh bien, il faut faire des recherches parfois très longues, hein, dans des laboratoires spécialisés. Euh, alors, ils font des réactions chimiques hein, spécifiques qui décomposent la molécule en fragments suffisamment simples. Ils la coupent en morceaux, si vous voulez. Ils saucissonnent donc la molécule euh, pour que la structure soit, on va dire, quand on saucissonne, mais que la structure soit connue, dire dans son saucissonnage, c'est-à-dire que de la reconnaître, de l'établir sans aucune ambiguïté possible. Voilà. Donc on essaie de la déterminer en la coupant morceau par morceau. Voilà. Et puis quand on l'a coupé morceau par morceau, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on rassemble les fragments, hein, tout comme un puzzle. C'est comme un puzzle. Vous découpez morceau par morceau et vous la reconstituez pour essayer d'avoir la molécule tout entière euh, euh, pour, en faire la molécule complète. Voilà. Donc vous la coupez, vous la cassez et vous la reconstituez. Voilà. Euh, vous la coupez pourquoi? Bah, pour déterminer ces fragments, hein, fatalement. Voilà. Et à partir de là, quand on a reconstitué la molécule complètement, ben on établit une formule de structure probable, hein, qui sera éventuellement confirmée par une synthèse totale à partir des molécules simples. Voilà. Donc on la reconstitue. Donc on la casse, on l'étudie et on la reconstitue.
Et alors, pour ça, je veux dire que les laboratoires spécialisés, bon, ont plusieurs techniques, ont diverses techniques possibles, hein, techniques physiques, qui facilitent donc l'identification et donnent des précisions, bien sûr, quant à- aux différentes fonctions présentes dans la molécule. Voilà. Voilà. Donc, il casse la molécule pour retrouver sa structure moléculaire. Il la casse morceau par morceau, il la reconstitue pour refabriquer la molécule. Et après, grâce à ça, il tente de la synthétiser pour voir si ce qu'ils ont fait était bon. Voilà. Et donc ça, c'est la formule brute et ça, c'est la formule de structure de la quinine. Bien sûr, quinine qui se retrouve en Amérique du Sud. Et je vais vous dire tout de suite, l'arbuste, euh, voilà, l'arbuste, c'est le quinquina. Quinquina, je viens de voir ça sur Internet. C'est un extrait du quinquina. Quinquina, qui est un arbuste originaire d'Amérique du Sud. Voilà. Donc elle a été utilisée pour la prévention du paludisme ou la malaria avant d'être supplantée par ses dérivés, qui est la quinacrine, la chloroquine et la primaquine. Voilà. Tout ça, c'est pour vous dire que voilà, c'était un antalgique antidouleur et antipyrétique, c'est-à-dire pour éliminer la fièvre, si vous voulez. Et antipyrétique, c'est pour éliminer la fièvre. On entend dans le mot pyrétique chaleur, hein, pyrotechnique, voilà, on sous-entend le mot chaleur. Donc chaleur, donc fièvre, voilà. Quand on a une fièvre, la température augmente. D'ailleurs, il ne faut pas qu'elle augmente à certaines températures parce qu'on peut à un moment donné délirer et après en mourir, voilà, avec la fièvre. Voilà, et donc ça c'est une molécule complexe, on va dire un peu plus complexe que le glucose que je vous ai montré, qui est la quinine ici, c'est 20H24N2O2, qui est la quinine, antipyrétique et antalgique ou analgésique ou voilà, antidouleur, voilà, il fait différents cas de figure. Et donc c'est tiré d'un arbuste, hein, voilà, extrait bien sûr synthétisé, c'est-à-dire fabriqué en laboratoire, pour avoir bien sûr le médicament adapté à voilà, à la fièvre et à l'antidouleur. Voilà, on extrait sa base principale, et puis après, voilà, on met ce qu'on appelle le principe actif du médicament. Voilà, on ajoute certaines choses pour en faire un médicament. Donc, on coupe la molécule fragment par fragment, on la reconstitue comme un puzzle pour essayer de la reconstituer, et puis on la synthétise en laboratoire. Voilà comment on fait. C'est des laboratoires spécialisés avec du matériel spécifique qui permet de faire ça. Bien sûr, c'est des techniques spécifiques qui permettent de fragmenter et d'étudier euh, la molécule. Voilà, sachez que dans beaucoup de médicaments proviennent d'arbustes, de tralali, tralala. On trouve dans la nature pas mal de choses, même chez les animaux, on peut leur extraire pas mal de choses pour dire soigner certaines maladies. Voilà. Le principe actif peut provenir soit de végétaux ou d'éléments qu'on retrouve chez les animaux. Voilà. Bien sûr, à dose bien définie, hein, parce que bon, bien sûr, quand on surdose, ça devient plus un médicament, ça devient, je veux dire, ça c'est le surdosage. Hein. C'est le principe actif, je veux dire, est bon en petite quantité, mais à grande quantité, c'est nocif. Hein, c'est comme pour tout. Hein. Le chocolat c'est bon, le chocolat c'est bon, mais à grande quantité, vous allez commencer à avoir des problèmes. Tout est bon, tout est bon, je veux dire, avec la quantité requise, parfois normalisé, parfois non normalisé, mais quand on dépasse ses capacités à 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, là on risque d'avoir des problèmes qui vont être engendrés, je veux dire, dans le corps. Et la première chose qui peut venir quand on va mal, mais c'est la tête qui envoie des signaux, donc on a les maux de tête. Voilà. La première chose qu'on a quand on a mal, qu'on a un surdosage, mais c'est la tête qui prend d'abord en premier, bien sûr, suivi des symptômes au niveau
d'autres parties du corps, bien sûr. Mais d'abord, c'est la tête qui va prendre d'abord. Fatalement, les signaux viennent de la tête. Donc, fatalement, le signal d'alarme provenant du surdosage va venir de la tête. Donc, voilà, c'est d'abord la tête. Et puis, il va vous envoyer des messages vers la partie du corps qui pose problème. Voilà. Enfin, qui a créé le problème en surdosage. Voilà. Voilà, donc ça c'est là. Je viens de voir la formule de structure et que dans les formules de structure, il y a pour résumer la chose, il y a des simples et des complexes. Des simples et des complexes. Et que dans les complexes, quand ça commence à devenir complexe, ben, il y a des cas de figure où je peux créer différentes structures possibles qu'on appelle des isomères de constitution qui va donner des molécules différentes, donc, et donc des fonctions différentes et donc des propriétés différentes. Voilà, pour résumer la chose, c'est ça. Donc une formule de structure, c'est ceci. Ça se représente soit dans un plan si c'est assez simple, mais elle peut avoir des imbrications spatiales hein, en fonction de sa complication. Quand c'est simple, ça peut se représenter dans un plan. Et qu'est-ce qui fait qu'on a des imbrications spatiales? Mais c'est les angles de liaison, bien sûr, les angles, hein, c'est les valences et les angles de liaison. À partir de là, hein, si on a de nombreuses valences et des angles qui interviennent de par le nombre de valences, eh bien fatalement on aura des structures spatiales. Si j'ai un HCl, c'est une structure simple. Donc j'ai une valence en H, une valence en Cl, ben, ça ne me donnera jamais une structure, je veux dire, moléculaire. Donc D'ailleurs, il existe le modèle VSEPR qui vous indique la structure spatiale en fonction des valences. Voilà, qui est le modèle AXN que je verrai d'ailleurs un jour. Voilà, je vous remercie beaucoup.